Bonjour, je suis Charlène et je vous accueille sur mon podcast Femmes Courage. Ici, il est question d'histoires douloureuses, certes, mais surtout de femmes fortes. Elles nous racontent leur parcours de vie et leur reconstruction après un drame ou un trauma. Je les accueille sans jugement et avec toute la bienveillance qu'elles méritent. Bienvenue dans cette jolie bulle d'espoir. Bienvenue chez Femmes Courage. Chaque année en France, 7000 familles sont concernées par le deuil périnatal. On parle de deuil périnatal quand le décès d'un enfant a lieu pendant la grossesse, le jour de sa naissance ou durant ses 7 premiers jours de vie. Comment se fait-on à l'idée que l'on a perdu la chair de sa chair et que l'on ne verra jamais grandir cet enfant ? Chaque histoire est différente et aujourd'hui, c'est celle de Mariette que nous allons écouter. Il y a 9 ans, Mariette a accouché prématurément d'une petite fille qui n'a vécu que quelques minutes. Et elle va nous expliquer comment elle s'est reconstruite après cette épreuve. Bonjour Mariette, je te souhaite la bienvenue au micro de Femmes Courage. Bonjour Charlène, merci de m'avoir proposé de témoigner à ton micro. Est-ce que je peux te laisser te présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Mariette, j'ai 42 ans. J'habite dans le sud-ouest de la France, pas très très loin de Toulouse, et je suis en couple avec le papa de mes 3 enfants depuis maintenant pratiquement 22 ans. Et dans la vie, je suis coach de vie et énergéticienne. Et j'accompagne principalement les femmes, parce que ce ne sont que des femmes qui viennent à moi, à se créer et vivre une vie qui leur ressemble, une vie qui a du sens surtout, et qui leur amène tout simplement de la joie et la sensation d'être vraiment vivante. Quel genre de femme es-tu ? Alors, quel genre de femme je suis ? Je pourrais dire d'abord que j'ai un fort caractère. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes me disent. Je suis plutôt entière, donc forcément avec un fort caractère, entière, authentique, déterminée. Alors certains diront peut-être têtue. Moi, je préfère le mot déterminé que têtue. Je me laisse pas abattre par la vie. J'apprends toujours, de toute façon, de toutes les expériences que je vis, qu'elles soient a priori, que je les considère a priori comme bonnes ou mauvaises, j'apprends toujours quelque chose. Et par rapport à mon histoire de vie, justement, je me suis longtemps considérée comme une survivante. Mais maintenant, je pense que j'en suis sûre même, je suis complètement vivante. Donc, je suis une femme vivante, déterminée et qui voit beaucoup le côté positif des choses. Alors justement, par rapport à ton vécu, en 2012, tu as vécu l'une des pires épreuves qu'une maman peut vivre, la perte de ton enfant quelques minutes seulement après sa naissance. Est-ce que tu veux bien nous raconter ? Alors, c'était en 2012, je suis tombée enceinte en 2011. J'étais déjà maman à l'époque d'un petit garçon de 3 ans qui s'appelle Enzo. Et avec mon conjoint, on a eu envie d'agrandir la famille et de faire un petit frère ou une petite sœur à Enzo. Je suis tombée enceinte très rapidement. D'ailleurs, je savais que j'étais enceinte avant même de faire un test de grossesse, avant même un retard de règles, parce qu'en fait, à ce moment-là, j'étais en train de faire une méditation, j'étais en formation et on faisait une méditation. Et je ne sais pas comment l'expliquer, mais voilà, à ce moment-là, j'ai su que j'étais enceinte et j'ai su en plus que c'était une fille. Donc, je n'ai pas attendu le retard de règles. Quelques jours après, c'était tellement fort comme impression, même comme certitude, que j'ai dû la vérifier. J'ai fait un test de grossesse qui s'est avéré positif. J'ai fait ensuite, le lendemain de suite, une prise de sang pour être bien sûr. La prise de sang a confirmé ma grossesse, donc on était forcément super contents. Bien qu'on sache que ça allait être une grossesse peut-être un petit peu compliquée, parce que déjà pour mon fils, j'avais vécu une grossesse compliquée. Une grossesse pathologique, comme on dit, et j'étais en MAP, c'est ce qui se dit aussi, MAP, qui veut dire menace d'accouchement prématuré. Donc voilà, je savais que cette grossesse, j'allais pas arriver au terme, pour accoucher au terme, mais qu'il y avait vraiment un risque d'accouchement prématuré du fait d'une pathologie que j'ai, qui est la béance du col de l'utérus. Voilà, c'est-à-dire en temps normal, le col de l'utérus est fermé, à part que chez moi et chez d'autres femmes, quand on est enceinte, ce col ne reste pas fermé, s'efface et donc potentiellement il peut y avoir un risque d'accouchement prématuré. Donc on savait que forcément ça allait pas être de tout repos, étant donné que pour mon fils, j'avais été hospitalisée, déjà j'avais été arrêtée à 5 mois et demi de grossesse et j'avais été hospitalisée 2 mois dans 3 hôpitaux différents.
Donc, on savait que, voilà, potentiellement, il pouvait y avoir ce risque-là d'hospitalisation et d'accouchement prématuré. Mais voilà, on était super contents. On n'y pensait pas trop, même si on savait que c'était là. Et forcément, arrive un moment où je suis aussi étroitement surveillée par ma gynécologue de l'époque. Et arrive le moment où je suis en arrêt de travail parce que forcément, le col de l'utérus commence à s'effacer dangereusement et il faut que je reste alitée. Et puis arrive le vendredi 13 janvier 2012 où mon conjoint amène mon fils à l'école. Moi, j'étais alitée. Je dis au revoir à mon fils, je lui fais le bisou. Et à ce moment-là, j'éternue. On était en janvier, voilà, j'éternue. Et tout d'un coup, je sens quelque chose qui n'est pas normal. Donc là, je dis à mon conjoint, voilà, amène Enzo à l'école et il revient. Moi, j'appelle la sage-femme. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Je sens quelque chose dans le bas-ventre qui est vraiment pas normal, mais je ne savais pas quoi à ce moment-là. Donc, je te passe un peu les détails, mais voilà, la sage-femme arrive. Après quelques péripéties, elle arrive, elle m'ausculte et elle me dit que j'ai des micro-contractions. Mariette, à ce moment-là, tu en étais à combien de grossesse? J'étais à 5 mois et demi. Elle me dit que j'ai des micro-contractions toutes les 3 minutes. Je ne les sentais pas à ce moment-là. Donc, je t'avoue que là, c'est un peu la douche froide à ce moment-là. Elle me dit que je dois être absolument hospitalisée. Elle appelle le SAMU. Le SAMU était sur une autre intervention. On appelle une ambulance. L'ambulance arrive. Je suis hospitalisée. Il m'envoie sur un hôpital qui n'est pas celui où je suis suivie normalement, étant donné que ma gynécologue elle consulte dans une clinique privée, mais étant donné les conditions climatiques ce jour-là, il y a du brouillard, on m'envoie directement sur l'hôpital le plus proche, ce qui est normal. Donc j'arrive, on m'ausculte, on me met en monitoring pour voir comment va le bébé va très bien. Donc mon conjoint m'accompagne bien sûr. Et on me dit pas trop grand-chose, on me laisse comme ça une bonne partie de la matinée. Donc avec mon conjoint, on se dit, bon ben voilà, ça y est, on est reparti dans les mêmes conditions que précédemment. Je vais passer la fin de ma grossesse à alitée. Donc, on commence à se projeter pour s'organiser par rapport à mon fils. Mais à ce moment-là, voilà, c'est plus une question d'organisation qu'autre chose qui nous occupe cette matinée-là. Et puis, petit à petit, les contractions augmentent. Au début, je ne les sentais pas. Et puis, petit à petit, je les ai senties de plus en plus. De là, le pédiatre de garde ce jour-là arrive. Et il nous dit, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait dans l'éventualité d'une naissance? Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'à ce stade-là de la grossesse, alors que c'était un bébé déjà tout formé, hein, tout ce qu'il y a de plus normal, mais à ce stade-là de la grossesse, les poumons ne sont pas assez matures et il ne peut pas le certifier, mais il est fort probable que bébé ne puisse pas respirer tout seul. Il faut préciser que la maternité où je me trouve à ce moment-là est une maternité de niveau 2. Et niveau 2, ils ne prennent pas en charge les grands prématurés. Et au stade où j'en suis, mon bébé, ma fille, est considérée comme une grande prématurée. Donc, ils n'ont pas l'équipement adéquat pour le après. Donc, ils nous exposent tout ça et ils nous demandent qu'est-ce qu'on fait dans l'éventualité où elle ne respire pas toute seule. Donc, avec mon conjoint, on se regarde, en un quart de seconde, on n'a même pas besoin de se parler, et puis on sait tous les deux que de toute façon, on ne veut pas d'acharnement thérapeutique. Surtout que le pédiatre nous précise qu'à ce stade-là, avec les équipements qu'ils ont, si réanimation il y a, ça serait pratiquement de la survie et que ma fille, à ce moment-là, risquerait d'être, entre guillemets, même si je n'aime pas ce mot-là, c'est quand même la réalité, un légume toute sa vie. Donc forcément, nous, en tant que parents, on ne veut pas de cette vie-là pour elle et on choisit que si elle respire toute seule, il n'y a aucun souci et voilà. Mais par contre, pas d'acharnement thérapeutique. Enfin voilà, ça n'a aucun intérêt de maintenir la vie sous ces conditions-là. Donc à ce moment-là, même avec ces explications, nous, dans notre tête de parents, on n'imagine pas que je vais accoucher. Voilà, il est venu potentiellement nous dire ce qui pouvait arriver, mais voilà. Donc, donc les contractions continuent de plus en plus, mais dans ma tête, je ne vais pas accoucher. Et arrive vers midi et demi, une sage-femme qui nous explique que là, au vu des contractions, ils ne vont pas pouvoir les stopper. Je suis à un stade pas assez avancé dans la grossesse pour que les traitements
qui se font d'habitude puissent avoir un quelconque effet, donc ils ne vont pas pouvoir stopper les contractions. Ils espéraient qu'elles se stoppent toutes seules, mais ce n'est pas le cas. Donc ils vont m'amener en salle de naissance. Voilà ce qu'on m'explique à ce moment-là. Donc je sais que je vais en salle de naissance, mon conjoint le sait aussi, mais pour nous, toujours dans notre tête, c'est très bizarre à expliquer, mais dans notre tête, voilà, je ne vais pas accoucher. Bon, voilà. Donc on m'amène en salle de naissance. Et on me dit, on me demande de me transposer. J'arrive dans mon lit, il me pousse dans mon lit à roulettes et on me demande de me mettre sur la table d'accouchement. Et là, je refuse. Je refuse, mais c'est très bizarre ce moment-là de ma vie parce qu'à la fois, j'ai eu des réactions, mais ce n'était pas des réactions ni anticipées ni raisonnées. C'est un peu comme si c'était à ce moment-là un instinct de survie qui avait pris le pas sur mes décisions. Sur mes paroles et je refuse de me mettre sur cette table d'accouchement parce que pour moi, je ne vais pas accoucher et que si je m'y mets, si je bouge, au stade où j'en suis, si je bouge et que j'essaie de me lever, je suis capable de l'expulser malgré moi et ça, je ne veux pas parce que je sais que dans un coin de ma tête, même si pour moi, je ne vais pas accoucher, quelque part, dans mon inconscient, je sais que si je bouge, elle naît et si elle naît, elle meurt. C'est un peu ce fil-là, donc je refuse. Donc il me laisse sur mon lit à roulettes. Les contractions arrivent vraiment de plus en plus fort. J'ai beaucoup de mal à les gérer. Je suis comme dans un état second à ce moment-là. Il me demande si je veux la péridurale. La péridurale, non, je ne la veux pas parce que comme pour la table d'accouchement, je sais que si je m'assieds, si je fais le dos rond, etc., voilà. Donc, à partir de ce moment-là, c'est comme si tout le bas de mon corps était paralysé et je sais qu'il ne faut plus que je bouge ni mon bassin, ni mon bas-ventre, ni mes jambes. Voilà ce que j'ai dans ma tête, mêlé aux douleurs atroces des contractions. Vraiment, j'ai l'impression qu'on m'arrache la colonne vertébrale et qu'on m'arrache les intestins. Donc, ils essayent de me mettre le masque là de gaz hilarant qui n'a aucun effet. Et il y a un moment où là, je me dis que vraiment, il y a quelque chose qui est en train de se passer, que vraiment l'issue ne va pas être celle que j'espérais. C'est quand je vois la sage-femme. Alors déjà, il faut que je te dise qu'il y avait une sage-femme qui m'a accompagnée le matin, très très gentille, qui ne parlait pas beaucoup, mais je sentais sa présence et sa présence me faisait énormément de bien. Et cette sage-femme, elle avait fini sa garde, elle avait été relevée par sa collègue, mais elle avait décidé de rester aussi avec moi cet après-midi-là. Donc c'était quand même un geste assez fort. Donc j'avais 2 sages-femmes avec moi dans la salle d'accouchement et ce moment-là, je m'en rappellerai toute ma vie. J'ai l'émotion qui arrive. J'ai tourné la tête et je l'ai vue pleurer. J'ai vu une larme couler le long de sa joue et là, je me suis dit, elle n'avait pas besoin de parler, mais là, je me suis dit: «Si elle pleure, c'est qu'il y a quelque chose de pas bon qui est en train de se passer, quoi». Et là, dans ma tête, ça a commencé vraiment à se profiler cette issue qui était incertaine, qui devenait certaine mais dans le sens, pas positif du tout, quoi. Donc, je sais plus trop comment ça s'est passé parce que je t'avoue qu'il y a même encore maintenant, il y a certaines zones de flou. Mais je sais qu'une des 2 sages-femmes, je me rappelle plus laquelle, à un moment donné, m'a dit: «Bon là, il va falloir que je vous examine» parce que je hurlais de douleur, des contractions et l'accouchement était vraiment imminent, quoi, et elle m'a examinée et là, elle m'a dit: «Bon là, il va falloir que vous poussiez parce que maintenant, c'est le moment». Et encore une fois, cet instinct de survie qui a pris le pas et j'ai refusé de pousser. Et là, elle m'a dit: «Mais là, madame, il va falloir que je la sorte. Je suis obligée de la sortir, même si vous voulez pas pousser, je suis obligée de la sortir» et ma fille se présentait par les pieds. Donc à ce moment-là, elle a sorti ma fille, étant donné que moi j'étais incapable et je ne voulais pas, pousser. Elle a sorti ma fille par les pieds et je n'ai eu aucune sensation. Je me souviens de ce moment-là, mais je n'ai pas eu la sensation du passage.
alors que c'était un bébé formé, hein, c'était pas un embryon, c'était pas voilà, c'était un bébé formé, 5 mois et demi de grossesse. C'est un peu comme si tout du long, en fait, ton corps et ton esprit s'étaient mis un peu en mode sécurité. Exactement. De toute façon, j'ai refusé de bouger, j'ai refusé la péridurale, j'ai refusé de pousser. C'est pour moi, si elle naissait, elle mourrait et ça, c'était juste pas possible. C'était juste pas possible et heu et j'ai accouché, du silence. Alors je sais que toutes les mamans qui vivent ce deuil périnatal se reconnaîtront parce qu'on accouche du silence. Quand un bébé naît, il pleure, il crie, c'est son premier cri à la vie. Bah, j'ai accouché du silence. Donc non seulement mon corps, et c'est important aussi de le dire, mon corps n'a pas eu la sensation de cette naissance, n'a pas eu vraiment n'a pas reconnu le passage du bébé qui sortait, mais en plus, il n'y a pas eu ce cri. Et là, c'est un peu flou parce qu'à ce moment-là, on ne l'a pas vu. Parce que le pédiatre nous avait demandé aussi si on voulait la voir à la naissance. Et nous, on était tellement sous le choc qu'on s'est dit non, enfin, prenez-la de suite et amenez-la et faites ce qu'il faut. Voilà, on ne va pas perdre de temps et on ne va pas la voir, quoi. Et donc à ce moment-là, la sage-femme l'a de suite prise, elle a sorti, hein, voilà, elle l'a prise de suite, elle l'a amenée dans une salle à côté et ni moi ni mon conjoint ne l'avons vue, ni moi ni mon conjoint n'avons eu le souvenir parce que même si on ne la voit pas, on aurait pu avoir quand même l'image furtive de la sage-femme avec ma fille dans les bras, la prenant dans une pièce à côté, mais même ça, on ne l'a pas. Et pour tout te dire, je ne sais, bon, j'ai dû expulser le placenta par la suite, mais je n'ai pas souvenir de ça. Je ne sais pas si j'ai poussé à ce moment-là, si la sage-femme a tenté une manœuvre pour le sortir. Je n'en sais rien. Même encore aujourd'hui, ce moment-là est un peu flou, enfin même totalement flou dans ma tête. Et pour mon conjoint, c'est pareil. Il a pas trop de souvenirs vraiment de ces minutes-là, de vraiment la naissance de Lola, parce qu'elle s'appelait Lola. Et de là, c'est l'attente, quelques minutes d'attente, 20 minutes d'attente où on nous laisse seuls dans cette salle d'accouchement avec mon conjoint. Et pour nous, c'est un peu, c'est hors du temps. C'est l'attente, mais on se dit, c'est pas possible, voilà, ils vont revenir avec elle. On essaie de se persuader, quoi. On essaie de se persuader au final que tout va bien se passer, qu'elle va vivre et que tout va rentrer dans l'ordre et que voilà. Et au bout de 20 minutes, la porte de la salle de naissance s'ouvre et dans l'entrebâillement de la porte, on voit le pédiatre. Et là aussi, ça fait partie des moments où je me souviendrai toute ma vie parce que c'est à partir de ce moment-là, pour moi, que tout a basculé dans ma vie. C'est que ce pédiatre, il n'a rien eu besoin de dire. Ce pédiatre, juste dans l'entrebâillement de cette porte, juste avec son visage, on a su. On a su que tout était terminé, qu'elle était partie. Voilà. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il nous l'a expliqué par la suite. Le papa de Lola ne le sait même pas non plus. On a eu l'occasion d'en rediscuter. Il ne le sait pas, mais à ce moment-là, on a compris. Donc, on ne sait même pas s'il nous l'a verbalisé. Il a dû nous le verbaliser en mots, hein. Bien entendu, je pense que c'était normal à ce moment-là, mais juste à sa tête, à son visage décomposé, dans cet entrebâillement de porte, on a su. Et donc là, voilà, c'est ce moment-là où tout a basculé parce que, parce que là, on était face à la réalité et on pouvait plus la nier, cette réalité de, voilà, ça y est, elle était née. Elle avait vécu 10 minutes, ça on l'a su après, on nous l'a dit après, et elle s'est éteinte doucement. Voilà, donc comme on avait demandé, il n'y a pas eu de réanimation, pardon. Elle s'est éteinte doucement au bout de 10 minutes de vie. Et après, commence pour moi ce que j'appelle le non-accompagnement. Dans ce non-accompagnement, après il a fallu l'annoncer à la famille, bien entendu, appeler les proches qui attendaient des nouvelles depuis le matin, annoncer la nouvelle. Mon fils avait été récupéré par mes parents qui s'en occupaient.
Donc, il avait 3 ans et demi à l'époque. Donc, on a choisi de ne pas lui dire à ce moment-là, mais de lui dire quand je rentrerai de la maternité. Donc, j'ai demandé à mes parents de ne pas lui dire. Euh, Comment annoncer ça à un petit garçon de 3 ans et demi? Et en même temps, c'était peut-être aussi compliqué. Et donc pour faire bref, on m'a remise dans une chambre de maternité où, merci à ce moment-là au personnel soignant qui a eu la gentillesse et la délicatesse de me mettre dans une chambre, pas à côté, enfin dans une aile un peu plus reculée de la maternité, où je n'entendais pas de bébé crier et pleurer, parce que forcément, ça aurait été un peu compliqué pour moi à ce moment-là. Donc on était le vendredi soir, j'ai accouché à 17h14 et elle est partie à 17h24. Donc, le vendredi, en fin de journée, je reviens dans la chambre à la maternité. À ce moment-là, je n'ai pas d'infirmière qui vient me voir, je n'ai pas de gynécologue, j'ai pas de. En plus, ma gynécologue qui me suivait n'était pas dans cet hôpital. Personne ne vient me voir, personne ne me propose un accompagnement, personne. En plus, la veille d'un week-end, hein, forcément. Mais même le lendemain, on nous a. Alors, ce n'est qu'après que je me suis intéressée à ce sujet du deuil périnatal et où je sais que dans certaines maternités, on peut nous proposer de voir notre bébé même après coup, même si on a décidé de ne pas le voir à la naissance. Là, pour nous, ça n'a pas été fait. On ne nous a pas proposé de la voir. On ne nous a même pas dit qu'on pouvait la voir après coup. Même si nous, on refusait, on ne nous a pas dit que nos proches pouvaient la voir. Et puis, c'est important pour commencer à faire un deuil. Là, on ne nous a rien proposé. On ne nous a même pas dit qu'on pouvait l'habiller. On nous a juste dit qu'ils avaient pris des photos et que quand nous, parents, souhaiterions voir ces photos, on pouvait leur dire, ils les conservent à la maternité, dans mon dossier, dans les archives. Donc, on pouvait à tout moment, que ce soit maintenant, que ce soit 3 mois après, 10 ans après, retrouver ces photos. Donc, ça, c'était quand même un minimum. Mais on ne m'a pas proposé de prise en charge psychologique, notamment. Et on m'a gardée ensuite de couche 2 jours. Et le dimanche matin, j'ai pris la décision de sortir de la maternité. J'ai signé une décharge parce que dans cette maternité, dans cette chambre, j'étais seule, enfin seule avec mon conjoint, bien entendu, mais on nous a laissés seuls. Quand je dis seule, c'est que vraiment, j'avais une infirmière qui venait me voir le matin pour prendre ma température et le soir pour reprendre la température. Voilà. Et une aide-soignante qui m'a amené mon plateau repas et puis c'est tout. Donc, dans ces conditions-là, voilà, aucun intérêt de rester. Et je suis sortie de la maternité et un peu, je dis souvent que je suis sortie un peu comme une voleuse parce que je n'ai rencontré personne dans ces couloirs, étant donné que j'étais dans un tunnel un peu reculé de la maternité. On n'a rencontré personne dans les couloirs. J'ai juste signé un papier de décharge. On m'a donné tous les papiers et puis je suis partie, quoi. Voilà, tout simplement. On est rentré chez mes parents pour récupérer mon fils et puis de là, on est rentrés tous les trois à la maison. Donc voilà comment s'est passé le pire jour de ma vie, le jour où tout a basculé. Et concrètement, comment se passe l'après? Parce que tout à l'heure, tu disais, voilà, qu'il fallait l'annoncer. Comment s'est passée l'annonce? Est-ce que les amis, la famille t'a entouré ou au contraire, est-ce qu'ils ont pris peur? Parce que je sais que parfois dans ces conditions, on a peur, on ne sait pas quoi dire et on préfère fuir. Comment a réagi ton entourage? Alors, mon entourage a bien réagi, entre guillemets, dans le sens où ils ont été présents. L'annonce à mes parents et à mes beaux-parents s'est faite quand j'étais en salle de naissance, où on les a appelés pour leur dire que j'avais accouché, qu'on ne l'avait pas vu. Voilà, donc on a dû les rappeler après pour leur dire qu'elle était partie, qu'elle était décédée. Quoi dire dans ces moments-là? Voilà, l'entourage n'a pas forcément les mots, et puis il n'y a rien à dire de toute façon, mais ils ont été super présents. Et s'ils m'écoutent aujourd'hui, parce que forcément ils vont m'écouter, j'en profite pour leur dire un grand merci. Je sais que ma belle-sœur a pris la route. Elle habitait à l'époque à 1 heure et demie de la maison et elle a pris la route et elle est de suite venue. Elle a débarqué. En plus, elle venait de faire ses études d'infirmière. Elle a débarqué à la maternité. Elle ne pouvait pas faire grand-chose de plus, mais voilà, la présence, tout simplement la présence. Donc ça, au niveau de la famille, cette présence bienveillante a beaucoup aidé. Après, dans l'entourage un peu plus élargi, il a fallu l'annoncer
au travail, forcément. Donc là, j'ai juste appelé une collègue avec laquelle je m'entendais pas mal, avec laquelle j'étais proche, pour lui dire voilà, moi, j'ai pas la force d'appeler voilà, des RH, etc. Enfin, voilà, toutes les personnes à qui on a dû l'annoncer ont eu cette même réaction de pleurer, forcément. Pas forcément avoir les mots, mais en même temps, on n'attendait pas de mots à ce moment-là, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pour l'annonce. Après, il y a tout type de réactions. Il y a les réactions compatissantes, il y a les réactions bienveillantes, et puis je pense que les parents, là aussi, vont se reconnaître parfois quand on ne sait pas dire, quand l'entourage ou les connaissances ne savent pas quoi dire, ils essayent de dire quelque chose, mais souvent, ça tombe à plat et souvent, on a aussi des réflexions, c'est pas des réflexions, mais je me souviens le lundi matin où il a fallu aller déclarer en mairie la naissance et la mort de Lola, où il a fallu aller faire les papiers à la sécurité sociale. On rencontre une connaissance et cette connaissance me dit, avait été au courant, voilà, elle avait su dans le week-end ce qui s'était passé, et elle me dit, oh là là, je sais pas comment tu fais, toi, moi, à ta place, je pourrais pas. J'avais juste envie de lui hurler à ce moment-là, mais je peux pas, moi non plus. Je peux pas. Mais je fais. Donc, on a aussi ce lot où j'ai eu une dame aussi qui m'a dit, finalement, vous avez quand même un petit garçon, donc au final, c'est pas si mal que ça, quoi. Oui, j'ai 2 enfants, dont un qui est mort, mais il m'en reste un, donc je devrais, entre guillemets, sauter de joie, quoi. Tant pis pour l'autre qui est mort. Donc, voilà, il y a tout type de réactions. Heureusement, moi, mon fort caractère, ma détermination, le fait que ça y est, j'y vais, je me laisse pas abattre, même si forcément, à ce moment-là, on est dévasté. Mais mon caractère a pris le dessus. Et ces réflexions-là, c'est pas des réflexions, mais je pense que c'est des gens qui sont maladroits, qui ne savent pas trop quoi dire et qui sont maladroits, il faut y passer dessus. Mais c'est vrai que des personnes qui n'ont peut-être pas ce caractère de se relever, de faire ce cheminement, ça peut encore plus les enfoncer. Voilà. Après, moi, j'ai eu droit à mon congé maternité. Oui, c'était justement ma prochaine question, de savoir comment ça s'était passé, si tu avais repris le travail ou pas juste après. Ouais, j'ai eu droit au congé maternité. Au niveau légal, j'y avais droit. Lola est inscrite sur notre livret de famille. Je pense que c'est très, très important aussi pour les parents à ce niveau-là, d'être reconnus en tant que parents, même si l'enfant est décédé, d'être reconnu par la société, d'avoir ce temps. De toute façon, je n'aurais pas pu retourner travailler de suite. J'aurais été en arrêt maladie, ça c'est sûr et certain. Donc après mon congé maternité, je suis revenue travailler. J'étais assistante import à l'époque dans une PME, mais très très vite, je me suis rendu compte que c'était pas possible, que c'était plus possible. J'avais des problèmes de concentration, j'avais l'impression d'être là, mais de pas être là à la fois. L'impression que la vie continuait et que moi j'étais là comme un hologramme superposé à la vie. Alors peut-être pas superposé à la vie, mais superposé à ma vie d'avant. J'avais l'impression que voilà, c'est comme si j'essayais de retourner à ma vie d'avant, mais que ça, c'était juste pas possible. Un peu, tu sais, comme je sais pas comment ça s'appelle, les jouets des enfants ou les maisons là avec les formes où tu dois rentrer un carré dans la forme carré dans le carré, la forme ronde dans le rond. Il me semblait que j'étais un carré avant qui rentrait très bien dans sa vie carrée et que là, je sais plus quelle forme parce que le carré avait explosé, donc je ne savais plus quelle forme j'étais, mais que j'essayais de faire rentrer cette forme que je ne savais plus que j'étais, qui avait totalement explosé, dans la vie carrée, quoi. Et ça pouvait pas matcher. Donc très très vite, au bout de quelques mois, j'ai pris la décision de démissionner, carrément. Voilà, c'est un acte fort de démissionner parce que derrière, j'avais pas droit à des indemnités chômage par exemple. Mais j'ai pris vraiment cette décision de démissionner parce que j'avais ce besoin, mais c'est vraiment un besoin viscéral de me reconstruire, de me réparer, comme je disais à l'époque. Et ma foi, ma spiritualité m'a aussi portée à ce moment-là parce que j'étais déjà dans le milieu un peu spirituel et ça m'a aidée. Et après avoir démissionné, donc j'ai démissionné symboliquement 9 mois après. C'était pas voulu comme ça, mais
très, très symboliquement, 9 mois après avoir accouché, j'ai démissionné pour pouvoir me reconstruire. J'avais 2 axes, en fait, j'avais 2 idées. C'était me reconstruire moi, mais aider ces femmes, alors pas forcément qui traversent un deuil professionnel, mais dans mon idée, je voulais aider vraiment ces femmes qui avaient quelque chose de brisé en elles et je voulais les réparer. Un peu comme si c'était ma mission, tu vois, un peu comme si c'était quelque chose que je devais faire. Bon, alors forcément, alors je me suis lancée à mon compte en tant qu'énergéticienne. Je me suis je me suis formée, spécialisée dans l'accompagnement des femmes et des problématiques féminines. Donc ça pouvait être tout un tas de choses, des femmes en parcours de PMA, des femmes qui traversaient des deuils, pas forcément que le périnatal, même si ça m'est arrivé, des femmes qui avaient fait des fausses couches, qui avaient subi des viols ou des incestes, tout ce genre de choses-là. Et ces femmes-là, elles avaient quelque chose en commun, c'est qu'elles avaient quelque chose de brisé à l'intérieur et je voulais les réparer. Et je me suis aperçue au fur et à mesure que j'accompagnais ces femmes-là, que en les réparant, c'était moi que je venais réparer. Voilà, j'ai l'émotion qui revient. À travers elles, c'était moi que je réparais. Alors bien sûr, je les accompagnais et je les accompagnais du mieux que je pouvais, mais à travers elles, c'était moi, quoi. Et il y a quelque chose je trouve, qui est important, qui me tient à cœur aujourd'hui de dire, c'est que, à l'attention justement de ces mamans qui peuvent vivre un tel deuil, c'est que, mais sans jugement, vraiment sans jugement, parce que chaque personne est différente et chacun le vit à sa manière, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de le vivre, mais je me suis jamais considérée comme une victime, moi. Je me suis toujours dit, ok, la vie a fait que j'ai un genou à terre, mais non seulement je ne mettrai pas le second à terre, mais en plus je me relèverai. Voilà, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais je me relèverai. Et de toujours, toujours, toujours avoir ce truc qui porte, je pense que c'est super important, ce moteur. Je voulais savoir aussi, Mariette, parce que tu nous parlais de ta nouvelle voie professionnelle qui t'a aidé à traverser ce deuil. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as mis en place dans ta vie qui t'ont aidé à te reconstruire? Alors oui, il y a d'autres choses dans ma vie qui m'ont aidé à me reconstruire, c'est les personnes qui ont jalonné mon chemin. C'est pas des choses que moi j'ai mis en place, encore une fois, j'ai pas de recette miracle. Si j'en avais une, je la donnerais à tout le monde, bien entendu, mais j'en ai pas. J'ai que mon expérience et mon vécu. Mais j'ai des personnes qui ont jalonné mon chemin et qui m'ont aidée, et comme je le disais tout à l'heure, à choisir la vie. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'hyper important, à me rendre compte que malgré ce que j'avais vécu, alors je le savais, mais qui l'ont encore plus sublimé, pardon, qui m'ont encore plus fait cheminer sur ça, que la vie ne s'arrêtait pas, qu'il y avait autre chose derrière, que c'était plus la vie d'avant, ça c'était sûr et certain, mais qu'on pouvait de nouveau revivre ou renaître, je ne sais pas quel mot utiliser, mais c'est voilà, des personnes, mes coachs, mes mentors. Je pense aussi notamment à une dame, parce que 2 mois après avoir accouché, je suis allée à la maternité chercher les photos de ma fille, que j'ai trouvées sublimes de toute façon. Voilà, je n'étais pas très objective, mais je l'ai trouvée très, très sublime. Forcément, c'était ma fille. Et l'année dernière, juste avant le premier confinement, j'ai pris rendez-vous aussi à la maternité pour boucler la boucle. J'avais besoin de boucler cette boucle pour aller chercher mon dossier. Et j'avais écrit une lettre pour aller chercher mon dossier. À ce moment-là, il faut expliquer pourquoi on veut son dossier. Donc, j'ai expliqué tout simplement que c'était une manière pour moi de boucler la boucle. Et c'est comme si j'avais laissé une partie de moi dans cette salle de naissance ce 13 janvier 2012 et j'avais besoin d'y revenir pour récupérer cette partie de moi, pour être en démarche active, ne pas subir, voilà, tout ça, et être vraiment dans une démarche active. Et je me souviens de cette personne, de cette dame du service des archives de l'hôpital, qui aurait pu se contenter de me donner mon dossier tout simplement et de repartir, mais qui ne l'a pas fait, qui m'a donné mon dossier, qui m'a dit que ma lettre l'avait touchée, qu'elle était aussi, elle, née. Les synchronicités font qu'elle était née, elle aussi, un 13 janvier, date anniversaire de Lola, de ma fille, qu'elle avait été très touchée, qu'elle était aussi dans une démarche de spiritualité, de foi, et qu'elle me comprenait et que je l'avais émue à travers ma lettre. Et elle m'a tout simplement prise dans les bras. Et ce geste-là,
j'ai envie de dire, il a fini de réparer, quoi. Tout simplement, tout ce que j'avais vécu comme un non-accompagnement, ce geste-là, il a fini de me réparer. Très symboliquement, et je l'ai remercié et c'était beau parce que dans ce couloir de l'hôpital, je pleurais, elle pleurait, voilà, mais c'était très beau. Donc je n'ai pas mis en place des choses particulières pour répondre à ta question. J'ai pris les choses comme elles venaient, au jour le jour, tout en étant aidée. Alors j'ai pas été forcément consultée, mais voilà, tout au fur et à mesure de mon cheminement personnel, la vie a mis sur mon chemin des personnes euh, bienveillantes qui m'ont chacune amené quelque chose, ouais, dans cette reconstruction, tout simplement. J'ai une question qui me vient, c'est de savoir à quel moment tu t'es sentie prête à refaire un enfant après Lola? Et alors si ça te gêne, cette deuxième partie de question, tu me le dis, mais comment on peut être sûr que c'est pas un bébé de remplacement? Alors ta question, elle est très très pertinente. Alors déjà, avec mon conjoint, on avait envie, dans l'absolu, d'un troisième enfant. Et je dis bien troisième parce que certaines personnes disent que c'est mon second enfant, parce qu'il y a une petite Eva qui est venue par la suite. Mais pour nous, c'est très très clair, c'est notre troisième enfant. Donc l'envie était là dans l'absolu, à part que ce qu'on avait vécu, ce traumatisme, faisait que non, on n'allait pas repartir dans une grossesse pathologique, alitée, c'était, enfin, avec une issue très très incertaine, et surtout on ne voulait pas revivre ouais, un traumatisme comme ça. Et pour la petite histoire, je suis tombée enceinte entre guillemets par hasard, même si je ne crois pas au hasard, parce que les synchronicités ont fait que, parce que j'ai reçu des messages qui ont fait que, voilà. Ce n'était pas une démarche consciente et active de notre part, le fait que je tombe enceinte, mais quand c'est arrivé, on était fous de joie. On était à la fois fous de joie et très inquiets de comment ça allait se passer et comment être sûr que ce n'est pas un bébé de remplacement. Après, je ne sais pas pour les personnes qui traversent ça, mais je sais que pour nous, autant pour moi que pour le papa, Lola avait déjà une place dans notre famille. Ça n'a jamais été tabou. Alors bien sûr, on n'en parle pas tous les jours, hein, voilà, c'est pas quelque chose de morbide, mais elle a une place. Tous les 13 janvier, on fait le gâteau de Lola. Alors c'est certes pas un gâteau d'anniversaire au sens traditionnel du terme, on n'y met pas des bougies, voilà, on va pas jusque là. Encore une fois, c'est pas quelque chose de morbide, mais c'est plutôt un hommage, voilà, une manière de célébrer le fait qu'elle soit passée, même un passage éclair de 10 minutes dans nos vies. Donc pour nous, ça n'a jamais été tabou, et c'est ça qui fait que non, c'est pas un bébé de remplacement du tout, Eva. Après, voilà, je pense que c'est dans la manière de voir les choses. Après, encore une fois, chacun réagit différemment. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de réagir. Il y a des parents qui vont de suite revouloir se relancer dans une autre grossesse. Et tant mieux, parce que ça veut dire que que la vie reprend, que la vie gagne. Nous, ce n'était pas notre cas, mais c'était clair, par contre, dans nos têtes, que ce n'était pas un bébé de remplacement, que nous avions deux enfants à l'époque, Enzo et Lola, et que quand je suis de nouveau tombée enceinte, c'était notre troisième enfant. Mais ce n'était pas un enfant qui allait arriver pour se substituer à celui qui n'était plus. Merci pour ta sincérité et ton honnêteté dans tes réponses. C'est vrai que du coup, tu dis que Eva, c'est votre troisième enfant, mais même quand tu te présentes, tu dis que tu as 3 enfants. Oui, alors ça, je le dis parce que c'est le sujet du podcast. Dans la vie de tous les jours, je vois si je ne le revendique pas. Voilà, j'en fais pas une bataille. En face de moi, je vois les personnes que j'ai. J'ai pas forcément envie de rentrer dans les détails de ma vie, mais pour nous, c'est clair que nous avons trois enfants. Pour notre famille, nous avons trois enfants. Et d'ailleurs, Eva, qui a 4 ans maintenant, qui est pleine de vie, voilà, c'est vraiment un tourbillon de vie, elle sait
qu'elle a, mais déjà, j'étais enceinte, je lui parlais dans mon ventre, hein, encore une fois, sans en faire quelque chose de morbide ou quoi que ce soit. Mais elle sait qu'elle a toujours su qu'elle avait une grande sœur qui s'appelle Lola. Alors bon, elle a 4 ans, donc c'est un peu compliqué pour elle, ce concept de mort. C'est pas encore très concret. Mais elle sait qu'elle a une grande sœur qui s'appelle Lola, qui est morte, qui est dans les nuages, qui est dans les étoiles. Voilà, de temps en temps, elle en parle, on répond à ses questions avec des mots tout simples, voilà, mais il n'y a rien, il y a rien de tabou et c'est vraiment, j'allais dire important, mais pas important dans le sens où je le revendique, c'est important parce que c'est la vérité, tout simplement. Nous avons 3 enfants. Et ne pas en faire un tabou, c'est peut-être aussi ce qui t'a aidé. Oui, complètement. D'autant plus qu'avec mon travail d'énergéticienne, j'ai été coach de vie, plus tard, mais avec mon travail d'énergéticienne, je voyais les dégâts que pouvaient faire les non-dits. Ce qu'on appelle les secrets de famille, hein, mais qu'ils soient petits ou qu'ils soient beaucoup plus gros, de toute façon, ça n'a, entre guillemets, aucune importance sur les dégâts que ça peut faire et non, pour nous, ça n'a jamais été, un sujet tabou. Je me souviens par exemple, alors maintenant on le fait plus forcément, mais que, les premiers Noëls, on mettait une petite bougie et c'était, sans en pleurer, voilà, sans en faire des tonnes et des tonnes. Cette petite bougie symbolisait Lola et ça voulait dire qu'on voilà, quelque part elle était avec nous, on y pensait, voilà. Qu'est-ce que cet épisode de ta vie t'a appris sur toi-même? Beaucoup de choses avec le recul. Ça m'a appris que j'étais, une femme forte. On avait beau me le dire, mais je me voyais pas comme ça. Et encore une fois, qu'est-ce que c'est une femme forte? Ça reste à le définir aussi, hein, mais je me sens plus forte. Maintenant, j'arrive à me voir comme ça. Ça m'a appris aussi, alors c'est pas une force, conquérante, encore une fois, c'est pas une force qui va tout balayer sur son passage, mais ça serait plutôt la force de la vie. Voilà, je pense que j'ai cette force en moi, mais tout le monde là, qu'on soit homme ou femme, qu'on ait traversé des choses plus ou moins compliquées ou pas du tout, et tant mieux, on a cette force de vie à l'intérieur de nous, on est en vie, et cette force de vie, ça m'a appris, si ça m'aurait appris quelque chose, c'est de ne pas la gâcher, quoi. Voilà, vis ta vie, fais ce qui te fait vibrer, mets du sens, kiffe ce que tu fais, ne perds pas de temps. À un moment donné de ma vie, voilà justement, où cet épisode de ma vie est arrivé et où, ben, sans ça, je serais restée un peu dans un métro boulot dodo, quoi. Voilà. Comment tu te sens aujourd'hui, Mariette? Aujourd'hui, je me sens très bien. On peut dire que j'ai fait mon deuil parce que c'est l'expression dans ce cas-là. Je pense que j'ai fait mon deuil. Il m'a fallu 9 ans pour aller dans tous les recoins de ce deuil si particulier. Je pense que je suis dans la phase où je commence à me raccrocher à quelque chose de plus grand, à me dire que oui, cet épisode de ma vie, même si je le savais, il a fallu que je traverse d'abord tout ce deuil, toutes ces émotions, voilà, tout ce que ça venait engendrer chez moi. Et je pense que je suis maintenant dans la phase où je vais en faire quelque chose de plus grand, y donner vraiment un sens, le sublimer un petit peu. Et jusqu'à présent, je sais que la vie a mis sur mon chemin des personnes en deuil. J'ai dû en accompagner certaines au niveau professionnel ou d'autres à un niveau beaucoup plus personnel et où je me suis toujours un peu refusée, où il y avait quelque chose qui en moi qui me disait non, accompagner les personnes en deuil, non. Et récemment, j'ai compris que c'était peut-être pas accompagner les personnes en deuil, mais que c'était accompagner sur ce chemin de résilience, justement. Donc aujourd'hui, je me sens très bien et je commence à réfléchir à ça, même si c'est pas encore, pour tout de suite, mais voilà, il faut le maturer, il faut le laisser, émerger et je pense qu'aujourd'hui, je peux dire merci et ça, c'est super important pour moi, je peux dire merci. Je peux dire merci à ma fille, à Lola, d'avoir fait ce passage éclair dans nos vies. Je peux dire merci à cet épisode de ma vie, car il m'a mis vraiment sur mon chemin. Ça, j'en suis persuadée. J'en suis vraiment persuadée. Et pour paraphraser, j'en ai pas parlé avant, mais pour paraphraser un film documentaire aussi qui m'a beaucoup aidée, qui est Et je choisis de vivre. Je pense que
les parents qui traversent un deuil périnatal, qui vont écouter ton podcast, connaissent ce film documentaire. Pour paraphraser donc des phrases de ce film, qui dit les vivants ferment les yeux des morts et les morts ouvrent les yeux des vivants. Donc je pense que Lola m'a ouvert les yeux sur la vie d'abord et sur ma vie ensuite. Donc aujourd'hui, je vais très bien et je peux dire merci et je commence à entrevoir même quelque chose de plus grand. Et merci à toi pour le partage de cette citation qui est juste magnifique. Est-ce que je peux te demander ce qui t'a donné envie de témoigner au micro de ce podcast? Oui, alors pour être tout à fait honnête et sincère, encore une fois, je vais dire, les synchronicités m'ont amené jusqu'à toi. Je t'ai envoyé un message. Quand tu m'as proposé de témoigner, ma première réaction, ça a été oh, mais non, mais jamais je vais oser. Et puis qu'est-ce que j'ai à dire? Enfin voilà, qu'est-ce que je peux apporter à travers mon témoignage? Et puis finalement, je me suis dit, bah non, c'est peut-être justement le moment pour moi d'oser porter. Et pour répondre à ta question, c'est pour ça. D'oser porter pour moi ce message de vie un peu plus haut, un peu plus fort. Alors, je le fais déjà dans une sphère un peu plus intimiste ou en privé ou dans mes accompagnements. Mais là, voilà, je pense que c'était important, c'était le moment dans ma vie d'oser. Ce mot, il est super important pour moi, d'oser porter ce message de vie, ce message d'espoir. Et à travers mon témoignage, si je peux ne serait-ce que apporter ce message, ne serait-ce qu'à une seule femme qui est en train de vivre un deuil périnatal ou un autre épisode, mais où elle se sent morte vivante à l'intérieur, si je peux lui dire, mais vas-y, quoi, vas-y, vis, garde espoir, la vie est là, raccroche-toi, choisis de vivre, alors de voir le côté positif. Je conçois que si on est en deuil ou si on est en colère ou triste, qui sont des phases du deuil, c'est compliqué de l'entendre, ce message-là. Mais accroche-toi parce qu'un jour, tu verras le bout du tunnel. Garde espoir. Et encore une fois, je vais redire une phrase qui n'est pas de moi, mais qui a aussi emprunté au film documentaire Et je choisis de vivre. Ça vaut le coup de vivre et fais tout ce qu'il faut pour vivre, tout ce que tu peux pour vivre. Voilà ce qui m'a amené à dépasser ma peur et à témoigner aujourd'hui à ton micro, Charlène. Merci Mariette pour ta force, ton courage dans cette épreuve. Merci de m'avoir fait confiance, surtout que comme tu le disais juste il y a quelques instants, ça ne coulait pas de source pour toi au départ de venir témoigner et j'en suis d'autant plus touchée. Je te laisse le mot de la fin si tu le souhaites. D'abord, merci à toi, Charlène, de m'avoir donné justement cette opportunité de témoigner et d'être le temps de ce podcast ambassadrice, j'ai envie de dire, et porteuse de ce message de vie et de résilience et d'espoir. Et j'ai envie de laisser le mot de la fin à Jacques Salomé, à travers juste un tout petit texte que j'ai envie de te lire et de lire à tes auditrices et qui, pour moi, résume tout. Alors, ce texte, je vous le lis. Donc, c'est Jacques Salomé qui parle. « Il est venu au monde et je l'ai perdu avant même de le rencontrer », s'est lamentée cette femme. « Je n'ai pas su lui répondre à cette époque ce que j'ai découvert depuis et que je sais aujourd'hui. Que certains bébés, certains enfants se donnent la liberté d'apparaître et de seulement apparaître dans la vie pour insuffler l'envie à l'un de leurs parents de naître enfin ou d'accéder à plus de vie dans leur existence. Certains enfants sont de passage pour montrer à l'un ou l'autre de leurs géniteurs un chemin, pour témoigner d'un choix de vie à faire. Certains enfants, par leur mort subite, invitent leurs parents à oser un changement qu'ils n'avaient pas pu envisager jusqu'alors. Certains enfants ont ce pouvoir de dire par leur présence furtive et fugitive et leur disparition brutale, « Ose ta vie, toi seul la vivras ». Nous pouvons ainsi écouter et entendre le message secret envoyé par ces enfants, dont la présence éphémère nous blesse à jamais si nous restons sourds à leur message d'espoir. Merci Mariette, merci beaucoup. Merci à toi, Charlène. Je remercie chaleureusement Mariette pour son témoignage bouleversant et pour la confiance qu'elle m'a accordée. J'ai beaucoup d'admiration pour son parcours de résilience. Vous souhaitez soutenir mon podcast ? Vous pouvez me suivre sur Instagram
mais également donner une note à Femme Courage sur Apple Podcast. Ça ne prend que quelques minutes et cela m'aide beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à bientôt sur mon podcast et n'oubliez pas que vous êtes toutes des femmes courage.